La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Cher auditeur, j'ai bien dormi, je suis de bonne humeur et aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très intéressant. On va parler du langage et de la confiance en soi et plus précisément de comment le choix des mots trahit comment la personne se perçoit. Autrement dit, le choix des mots en dit beaucoup sur la confiance en soi et l'estime personnelle de celle ou celui qui prononce ces mots. Et c'est super utile, tout d'abord dans un contexte de séduction, car quand tu parles avec la fille, parfois tu vas entendre des petits trucs, des petites phrases, des mots, et là tu vas te dire, là, elle a un petit doute. Elle n'est pas très sûre d'elle-même. Ou bien, tu entends un truc, tu dis, oula, là, elle se la pète un petit peu. Mais là, je te parle pas des trucs flagrants, mais plutôt des trucs subtils. Là, je te parle pas de l'attitude, je te parle surtout du choix des mots. C'est des trucs qui passent presque inaperçus. Mais ce que tu vas apprendre dans cet épisode s'applique dans tous les contextes. Ça vaut pour tout le monde. Ça va t'être utile avec tes amis, au boulot, à la fac, partout, quoi. Et je vais illustrer ça à l'aide de... combien ici? Ouais, j'ai 7 exemples. 7 exemples, tu vas dire, oh putain, j'avais jamais... oui, j'ai jamais pensé à ça, quoi. C'est des trucs auxquels on pense pas. Mais moi, c'est des trucs qui me fascinent. Et oui, à la fin, c'est comme... Quand tu fais attention à ces choses-là, c'est comme si tu mettais des lunettes à rayon X et tu vois des choses que les autres personnes ne voient pas. Et mieux encore, tu vas voir des choses que les autres personnes ne voudront pas que tu vois. T'as comme un petit pas d'avance sur les autres. Allez, c'est parti. Voilà, maintenant, ton cerveau, le mien aussi, le cerveau, il veille constamment à la santé physique, à ta santé physique et à ta santé psychologique. Donc, ton cerveau veille constamment au bien-être et ça va plus loin. Donc, ton cerveau veut garantir ta survie. Et pour ça, il veille au bien-être de ton physique, de ton toi physique, mais aussi de ton toi psychologique. Ça sonne un peu maladroit comme je viens de le formuler, mais c'est conscient. Donc, je fais exprès de dire le toi physique et le toi psychologique. Quand il y a un danger, ça se traduit dans une émotion négative. Donc, quand ta survie, c'est exagéré, quand je dis survie, pour ça, il y a une raison évolutionniste, tu vois. Donc, quand il y a un danger, ça se traduit dans des émotions négatives, comme l'angoisse, la gêne, la honte, le malaise, mais aussi ça peut se traduire dans du mépris et du dégoût. Donc, angoisse, gêne, honte, malaise, mépris, dégoût, il y en a sûrement d'autres. Et ici, je te parle surtout, je vais te donner un exemple classique. Voilà, tu te promènes, tu veux traverser la rue, tu fais pas attention et c'est à tout dernier instant, tu vois qu'il y a une bagnole qui risque de te foncer dessus. Pardon, tu constates au dernier moment que tu risques de te faire écraser par une bagnole. Là, ton cerveau, tout de suite, il déclenche des réactions de survie. Il déclenche des réflexes, quoi. Tu vas pas réfléchir. Tu vas tout de suite faire un bond en arrière ou en avant pour éviter de te faire écraser. Ça, c'était un exemple classique, connu et extrême, mais c'est surtout pour illustrer que ton cerveau, c'est comme un détecteur de fumée. Il est constamment en train de veiller à ton bien-être, à ta survie. Et ce détecteur de fumée, il est actif tout le temps, partout. Au boulot, à la fac, à la salle de sport, pendant tes rencarts avec les gonzesses, pendant tes sessions de drague, quand tu envoies des messages sur les sites de rencontres, partout. Le détecteur de fumée ne veille pas que à ta survie physique, mais aussi à ta survie psychologique. Il est constamment en train de veiller à la survie et au bien-être de ton moi, ton soi, ton ego. Et
ça se manifeste, ou plutôt le danger perçu, ta position au sein du groupe, que ce soit un groupe réel, virtuel ou imaginaire, ça se manifeste dans ton langage, dans le choix des mots. Et la raison est la même que dans l'exemple avec la voiture qui risque de t'écraser. C'est une question de survie. La voiture, c'est un peu l'équivalent du lion ou du tigre, tu vois, qui te saute dessus. Et dans un contexte social, si tu te fais expulser du groupe, bah, tes chances de survie diminuent. Et c'est comme ça que l'évolution a câblé notre cerveau. Donc, la voiture, c'est l'équivalent moderne du tigre ou du lion préhistorique. Et tes potes, tes collègues, tes amis sur Facebook, c'est l'équivalent moderne de ta tribu. Voilà, quand tu reçois pas de like sur ton statut ou sur ta nouvelle photo, ça pique un petit peu, car c'est comme si ta tribu te disait « t'es pas assez bien, tu ne fais plus partie du groupe, on ne t'aime plus ». Et voilà, ça diminue tes chances de survie. Et encore une fois, tout ce que je viens de te raconter maintenant, ce sont peut-être des simplifications, et ce sont des exemples très parlants, mais c'est un peu comme les émotions. C'est-à-dire, non, désolé, c'est pas un bon exemple, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des exemples extrêmes, c'est des exemples très parlants, très flagrants, mais ça se joue aussi à un niveau très subtil. Et c'est ce que je vais te illustrer maintenant à l'aide de quelques exemples. Attends, je regarde ici ma feuille, j'ai 7 exemples. Accroche-toi, c'est fascinant, hein. Tu vas voir, quand je vais te lister les exemples, tu vas te dire, oh ben mince quoi, j'y ai jamais pensé, j'ai jamais creusé plus loin. Tu vois, on entend les exemples que je vais te donner maintenant, bah, c'est des trucs qu'on entend, mais tous les jours, partout. Enfin, partout, au boulot, à la télé, c'est des trucs, et après avoir entendu ces exemples, oui, tu vas plus, chaque fois que tu vas entendre un truc, tu vas repenser à moi, tu vas repenser à cet épisode du Coach Drag Podcast, et oui, quand tu repenses à moi, bah, tu vas du coup avoir tu vas ressentir des sensations très agréables dans la poitrine, dans le ventre, et même plus bas. Bon, blague à part, voici les exemples. Le premier exemple, je suis une personne qui, ou bien je suis quelqu'un qui. T'as déjà entendu ça? Quand les gens parlent d'eux-mêmes, souvent, ils utilisent l'expression je suis une personne qui, ou bien je suis quelqu'un qui, au lieu de tout simplement dire je. Je te donne par exemple, tu vois, ça surtout dans des interviews à la télé, tu vois. Donc, ouais, il y a la star, hein, tu vois, assise dans le fauteuil en train d'expliquer, oui, moi je suis une personne qui accorde beaucoup de l'importance à l'honnêteté, ou oui, je suis quelqu'un qui adore faire le sport, je suis quelqu'un qui n'aime pas que on... donc, dire je suis quelqu'un qui, au lieu de dire tout simplement, j'accorde beaucoup de l'importance... Oh, désolé, à mon téléphone qui sonne. Ouais, désolé, cher auditeur. Ouais, j'étais coupé par ma femme qui me demandait si j'avais sorti du pain du congèle. Donc, ouais, maintenant, je sais plus ce que je disais. Ah, si. Donc, oui, je suis une personne qui, au lieu de dire je. Quand tu dis je suis une personne qui, en fait, ça veut dire, ça dévoile que la personne qui utilise cette expression je suis une personne qui, cette personne accorde de l'importance à comment l'autre le perçoit ou l'aperçoit. En disant je suis une personne qui, c'est comme si on voulait se donner un peu de l'importance. Tu vois, ça sonne un peu plus important quand on dit oui, je suis une personne qui aime faire du sport. Au lieu de dire voilà, j'aime faire du sport. Et si on accorde de l'importance à comment l'autre nous perçoit, si on veut, tu vois, s'accorder un peu de l'importance, bah, quelque part, ça implique, quand on continue à creuser, qu'on est un peu vulnérable à ce moment-là. Tu vois, quelque part, c'est quand même une petite demande de validation, de reconnaissance. Dis-moi que je suis OK, dis-moi que je suis bien, dis-moi que tu m'apprécies et que tu m'aimes. OK, deuxième exemple. Ça m'énerve, ou bien tu m'énerves,
ou bien il m'énerve. Ou l'autre exemple, c'est ouais, ça me fait chier, tu me fais chier. Et là, je te parle surtout du ça et du tu de il. Tu entends très rarement quelqu'un dire je m'énerve. 9 fois sur 10, c'est ça m'énerve, tu m'énerves, il m'énerve. Pourquoi est-ce qu'on dit ça, tu ou il? Quand tu formules ça comme ça, donc quand on dit ça m'énerve, c'est la faute de l'autre. À ce moment-là, tu fais une attribution externe. C'est comme ça qu'on appelle, c'est comme ça qu'on appelle ça dans la psychologie. Quand tu attribues la cause à l'extérieur de toi, ça s'appelle une attribution externe. Un exemple, tu fonces dans un mur avec ta bagnole. L'attribution externe serait de dire ouais putain c'est la faute de la bagnole ou c'est la faute du mur. Une attribution interne serait de dire ouais, j'ai mal manœuvré la voiture. Et donc, quand tu fais une attribution externe, quand tu dis « ça m'énerve », la cause se situe en dehors de toi et ça implique quelque part que toi, tu es OK. Tu vois, ton ego est protégé. Parce que surtout quand on parle d'énervement, on ne parle pas de cause, on parle de faute. Hein, c'est l'autre qui est en tort, c'est ta faute. Et donc, toi, tu es OK, ton ego est OK, c'est l'autre qui est en tort. Donc, toi, tu es supérieur et l'autre, il est inférieur. Hop, tu es protégé. Mais ça va même plus loin, regarde, c'est aussi intéressant à observer quand tu dis « ça m'énerve », souvent, il y a quand même une intensité émotionnelle derrière, tu vois, c'est « putain quoi, ça m'énerve, tu m'énerves ». Eh ben, quand tu formules ça comme ça, quand tu dis « ça m'énerve, tu m'énerves, il m'énerve », ça justifie l'intensité de ton émotion. Il y a une cohérence entre l'intensité de l'émotion et le contenu de tes propos. Donc le « ça m'énerve ». Enfin, compare ça maintenant à « je m'énerve ». Quand tu dis « je m'énerve », tu dis « oh putain, je m'énerve !» Tu entends, ça va pas, quoi. C'est incohérent. Donc la solution, justement, consiste à dire « je m'énerve ». Car quand tu dis « je m'énerve », ça implique que tu es responsable de tes émotions et que tu as le choix de t'énerver ou pas. Donc « je m'énerve » implique que toi, tu as le contrôle et que toi, tu peux réguler tes émotions. Car si on revient à « ça m'énerve, tu m'énerves, il m'énerve », ouais, le mécanisme de base, enfin, je veux dire, la toute première intention de ton cerveau, je vais appeler ça comme ça, c'est de protéger ton ego. C'est l'autre qui est en tort. Ah, moi, voilà, je suis protégé, mon ego est protégé. Mais si tu continues à creuser, ça implique qu'en fait, ouais, tu es une victime, tu es réactif, tu as moins de contrôle, c'est plus facile, tu vois. Et donc, c'est pour ça, moi, mon conseil serait de dire « je m'énerve ». Car comme ça, tu reprends le contrôle. Exemple suivant. Pour être honnête, tu as déjà entendu ça. Hein, tu parles avec quelqu'un, tu lui poses une question, peut-être une question un peu sensible, délicate, et la personne te répond, tu sais, pour être honnête, je pense que... Pourquoi les gens disent pour être honnête? Est-ce que tout ce qu'ils ont dit avant ça n'était pas sincère, n'était pas honnête? Ouais, je pense pas, mais moi je pense surtout que quand les gens disent pour être honnête, quelque part ça dévoile que ça veut dire que celui qui dit pour être honnête, qu'il accorde de l'importance à ce que l'autre va penser. Ce que l'autre va penser de tout ce qui va suivre après le pour être honnête. Je vais essayer de te donner un exemple. Laisse-moi réfléchir, car j'ai pas noté d'exemple sur ma feuille. Ouais, j'ai une petite idée. Par exemple, tu es en rencard avec une fille et tu lui poses des questions sur sa rupture. Tu lui demandes genre, donc ouais, ça fait 3 mois que tu es célibataire et ouais, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous avez rompu? Et là, la fille, tu vois un petit malaise, une petite nervosité se manifester, tu vois, elle te répond, ouais, bah écoute, ouais, pour être honnête, bla, bla, bla. Là, tu sens que, elle est vulnérable. Là, elle accorde de l'importance à comment est-ce qu'elle va être perçue. Ok, exemple suivant. Tu versus je. Tu versus je pour décrire un événement. Donc, par exemple, quand il y a un truc qui t'est arrivé, parfois, tu les décris à la première personne, mais parfois, tu décris le truc à la deuxième personne. Par exemple, tu as été impliqué dans une bagarre dans un bar. Tu peux décrire le truc à la première personne ou à la deuxième personne. Tu peux dire,
Mon vieux, mais tu sais, t'es juste là tranquille en train de boire ton petit verre avec tes potes et du coup, il y a un mec en rage qui te saute dessus. Bah ouais, là, t'as le réflexe de te défendre, quoi. Tu vois, tu le tapes et ça va tellement vite, tu sais pas ce qui t'arrive. Ou bien tu peux dire, ouais, tu sais, j'étais juste en train de boire mon petit verre avec mes potes et là, je vois un mec en rage me sauter dessus. Donc ouais, je me suis défendu, je lui ai foutu un coup de poing, bla bla bla. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut expliquer justement cette différence? Pourquoi ou bien je? On va creuser un petit peu. De nouveau, c'est une question d'attribution. Attribution interne ou externe. Quand tu décris l'événement à la deuxième personne, quand tu dis tu ou on, souvent dans l'éducation, on utilise on, tu vois. On ne fait pas ça, on ne met pas ses chaussures là-bas, blablabla. On ne mange pas les mains sales, enfin, tu vois. On se lave les mains avant de... Quand on décrit l'événement ou la règle à la deuxième ou à la troisième personne, c'est loin de toi, c'est loin de l'individu. Ça se situe à l'extérieur de l'individu. Donc, tu n'as pas de contrôle, tu n'y peux rien. Les choses se sont passées comme ça, voilà, ou bien elles sont supposées se passer comme ça. La règle est que, voilà, tu n'y peux rien, c'est juste comme ça. Donc, quelque part aussi, il y a comme ça il y a une protection. Ton ego est protégé car, voilà, c'est pas ta responsabilité, tu n'y peux rien. Par contre, quand tu dis je, là, de nouveau, tu prends le contrôle, tu es responsable de ce qui t'arrive, des événements, de ton comportement et des conséquences, mais ça implique aussi une certaine vulnérabilité. Donc oui, si tu te fais taper dessus, si tu commets une gaffe et tu le formules ça à la première personne, bah oui, hein, là, c'est plus risqué pour ton ego. Mais pareil, quand tu formules ça à la première personne, quand tu continues à creuser, cette vulnérabilité implique quand même une certaine force, une certaine puissance, car tu as des options. Quand tu dis on ou tu, c'est comme ça, tu n'y peux rien. Quand tu dis je, du coup, il y a des options qui s'ouvrent. L'exemple suivant. Je trouve ça un peu, avec l'accent sur un peu. Et le un peu, pourquoi est-ce que les gens disent souvent un peu? Fais attention, c'est souvent utilisé avant un jugement, avant une évaluation. Et surtout, un jugement négatif ou une évaluation négative. Ouais, je trouve ça un peu dommage. Ouais, je trouve ça un peu... Ouais, tu vois, c'est un peu dommage, ouais. Enfin, je trouve de nouveau pas de bon exemple, mais quand tu entends quelqu'un utiliser un peu, c'est souvent car il accorde de l'importance de nouveau à comment l'autre va réagir. Quelque part, quand tu dis ouais, je trouve ça un peu, tu sais que ce qui va suivre risque d'être mal perçu. Et l'autre risque de mal le prendre. Et en ajoutant un peu avant l'évaluation ou le jugement, tu espères réduire la réaction négative de l'autre. Et donc, en fait, quand tu utilises un peu, tu as deux intentions opposées. D'une part, tu veux t'exprimer, tu veux donner ton opinion. D'autre part, tu veux éviter le conflit. Et j'ai encore réfléchi à ce un peu. Bah oui, je sais, c'est bizarre, mais moi j'aime bien réfléchir à des trucs comme ça. En fait, pourquoi il y a une autre éventuelle explication à pourquoi les gens utilisent souvent le un peu, tu vois, avant les évaluations ou les jugements. C'est parce que ils ont un jugement négatif vis-à-vis du jugement même. Tu vois, c'est mal de juger. Ouais, donc, quand tu juges, bah, tu fais quelque chose de mal. Tu entends ça souvent, hein, des gens qui disent « Ouais, tu sais, mais moi, je ne juge pas. Ouais, mais moi, je ne juge pas. » Quand les gens disent « Ouais, mais moi, je ne juge pas », c'est parce que eux-mêmes, ils trouvent que juger, bah, c'est mal. Mais voilà, c'est comme un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Tu vois, donc, je ne juge pas parce que juger, c'est mal. Mais en soi, c'est un jugement en soi. Et donc, quand tu juges, bah voilà, tu fais quelque chose de pas bien. Mais en mettant un peu, avant, hein, avant le jugement, bah oui, donc tu juges un peu moins. Tu vois, ton jugement est plus petit. Donc, c'est moins mal ce que tu fais. Donc, quelque part, voilà, c'est aussi une forme de protection. Peut-être que je sais pas, peut-être que mon raisonnement est quand même un peu. Tu vois, c'est marrant. C'est maintenant que je m'en rends compte. Mais ouais, peut-être que mon raisonnement est un peu tiré par les cheveux.
Mais enfin, ouais, ça fait sens quand on y réfléchit. L'exemple suivant. Pourquoi? Ici, j'ai pas noté plus que ça, mais juste la question pourquoi. Quand tu demandes à quelqu'un pourquoi t'as fait ceci, pourquoi t'as fait cela, 9 fois sur 10, les gens se sentent menacés. Tu vois, ils ont un peu comme ça une réaction de défense. Quand tu demandes à quelqu'un pourquoi, la personne se sent un petit peu, c'est pas, c'est comme s'il devait se justifier, s'expliquer. Il y a un malaise qui s'installe, une petite pression comme ça, et ça, je sais pas pourquoi. Enfin, je peux pas expliquer pourquoi les gens interprètent ça comme ça. Est-ce que c'est culturel? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Pourquoi? T'as rarement vraiment des réponses positives et chaleureuses à la question pourquoi, surtout quand il s'agit de la personne même. Hein, donc, si tu parles disons, t'es en rencard avec la gonzesse, tu lui poses la question pourquoi, et si vous parlez je sais pas, de politique ou d'autres trucs, ça n'a pas. Enfin, c'est pas de ça dont je te parle, tu vois. Pourquoi est-ce que les Américains ont bombardé l'Irak? Enfin, tu vois, donc ouais, là, je te parle du pourquoi, du comportement de l'autre. Hein, pourquoi t'as fait ça? Hein, pourquoi t'as fait ce choix? Pourquoi t'as fait ces études? Pourquoi t'as choisi ce boulot? Pourquoi tu ceci? Pourquoi cela? Pourquoi t'es à l'avance? Pourquoi t'étais en retard? C'est délicat, tu vois. Là, tu vois que l'autre, il sent un peu, ils sont un peu agressés, quoi. Ouais, j'ai pas plus. Ouais, c'est juste une observation. J'ai pas encore assez réfléchi. J'ai pas encore trouvé d'explication à pourquoi. Pourquoi génère ce genre de réactions négatives. Ouais, par contre, ce que je sais, c'est qu'il faut quand même essayer d'éviter le pourquoi. Et tu peux obtenir la même réponse. Je veux dire, tu peux obtenir les infos pertinentes en posant la question autrement. Donc, au lieu de demander pourquoi, tu demandes qu'est-ce qui a fait que, tout simplement. Et comme ça, tu évites de déclencher ces émotions négatives. Dernier exemple, c'est l'utilisation des généralisations comme toujours, jamais, tout le temps, partout, nulle part, personne. Est-ce que tu as déjà remarqué que les généralisations sont avant tout utilisées dans des conflits? Tu sais que la fréquence des généralisations est plus élevée quand il y a des émotions toxiques, comme la colère, la frustration. C'est surtout à ces moments-là qu'on utilise beaucoup plus de généralisations. Quand tu vois un couple se disputer, quel genre d'accusation est-ce qu'il se balance à la tête? C'est des trucs comme « Ouais, c'est toujours de ma faute. Ouais, tu m'écoutes jamais. Tu fais jamais rien. Tu fais jamais rien à la maison. Tu penses qu'à toi-même. » Tu penses qu'à toi-même, ça veut dire c'est aussi une généralisation. Ça veut dire que tu penses toujours qu'à toi-même. Ou tu ne penses jamais à moi. Ouais, c'est partout comme ça. Tous les étrangers, c'est des criminels, des bandits, des terroristes. Et comme dans l'exemple « ça m'énerve », il y a une cohérence entre l'intensité de l'émotion et la généralisation. Quand tu dis « ouais, tu ne m'écoutes jamais, c'est toujours de ma faute », quelque part, ta colère est justifiée. Par contre, quand tu dis « ouais, maintenant tu ne m'écoutes pas », tu vois que c'est pas cohérent. Il ou elle ne t'écoute pas maintenant, ta toute première réaction, la toute première pensée que tu as eue en entendant cet exemple, c'est de dire ouais, c'est pas une raison de t'énerver comme ça, quoi. Et ça va dans les deux sens. La généralisation justifie l'intensité de la colère. Bon, ici, je prends la colère comme exemple d'émotion. Mais dans l'autre sens, quand il y a une émotion forte, la gestion de cette émotion forte consomme beaucoup de ressources mentales. Et quand on est très en colère, on a tout simplement l'esprit moins clair. Voilà. On n'a pas les capacités à nuancer. Donc, on retombe dans des schémas beaucoup plus simplistes. Et c'est pour ça qu'on a plus tendance, tu vois, je ne sais pas si tu t'es rendu compte, mais maintenant, je parle à la troisième personne. Bref, quand on est en colère, on retombe dans des schémas simplistes. C'est beaucoup plus facile
d'utiliser une généralisation que d'essayer de nuancer. C'est beaucoup plus facile de dire « Ouais, tu m'écoutes jamais !» que de dire « Je suis en colère maintenant car j'ai besoin que tu m'écoutes en ce moment. » Bien que ce deuxième serait une réaction beaucoup plus constructive. Pourquoi est-ce que les gens utilisent des généralisations? Car c'est tout simplement plus économique. Ça demande moins de réflexion. C'est plus simple, plus facile, plus rapide de dire toujours, jamais, partout, nulle part, que de nuancer. Et surtout quand il s'agit d'émotions négatives, dans un conflit, quand tu entends une généralisation, ça sous-entend de l'impuissance. Celui qui utilise les généralisations, celui qui dit « Ouais, j'en ai marre, c'est toujours la même chose », quelque part, il te dit « Voilà, j'en ai marre et je suis impuissant, j'aimerais que ça change, mais je n'y arrive pas. Je n'ai pas de contrôle, je n'ai pas de pouvoir. » Donc voilà, ça c'était les exemples. Et avec tout ce que je viens de te raconter, on n'a fait que gratter la surface. Tu sais, ça devient encore plus intéressant quand tu ajoutes à tout ça l'aspect non-verbal. Car la confiance en soi, l'estime personnelle, tout ça, ça se manifeste également via le non-verbal. Et ça devient encore plus fascinant quand tu observes tout ça dans un contexte social. Donc, imagine, tu es au boulot et tu observes le groupe. Tu repenses aux exemples que je t'ai donnés. Tu observes le langage du corps des participants. Et essaie aussi, en observant le groupe, de tenir compte de l'hiérarchie sociale. Qui se situe au top de l'hiérarchie? Qui se situe au milieu? Qui se situe en bas? Et pose-toi la question. Quel est le lien entre ce que cette personne a dit, entre ses paroles, son langage du corps et sa position sur l'échelle sociale? Quand tu observes tout ça et quand tu te poses toutes ces questions, tu vas voir un nouveau monde va s'ouvrir à toi. Tu vas voir que la communication entre les individus est beaucoup plus riche que ce que le verbal et le non-verbal disent. Car chaque expression verbale veut dire plusieurs choses. Il y a le contenu littéral, mais il y a aussi, oui, tout ce que ça implique d'un point de vue estime personnelle et la position dans le groupe. Donc la position sur l'échelle sociale. Et pareil pour le non-verbal. Peut-être que ton interlocutrice utilise le non-verbal pour accentuer le verbal, mais en même temps, ce non-verbal en dit beaucoup sur son intérêt, sur ses émotions, sur son authenticité. Est-ce qu'elle exprime des émotions sincères? Est-ce qu'elle essaie est-ce qu'elle essaie de masquer ses émotions? Est-ce qu'elle essaie de faire bonne impression ou pas? Est-ce qu'elle se sent à l'aise ou pas? Donc, je dirais que chaque bout d'information, chaque mot, chaque geste contient plusieurs informations. Voilà. Waouh. C'est devenu un long podcast, de nouveau. Qu'est-ce que j'ai... Oui, nous sommes arrivés à la fin. Qu'est-ce que j'ai noté ici encore sur ma feuille? Tout ça, ça a une raison évolutionniste. La raison ultime de tout ça, c'est la survie. Et faire partie du groupe, ça augmente tes chances de survie. Et donc, les exemples que je viens de te donner, toutes ces explications peuvent se résumer en un seul besoin. C'est le besoin de faire partie du groupe. C'est la reconnaissance sociale. Regarde Facebook, tu publies un nouveau statut, ce statut reçoit plein de likes, toi, tu te sens bien. Ouais, je fais partie de la tribu. Tu publies un nouveau statut, il n'y a aucune réaction. Aïe, ça pique un petit peu. Merde, je ne fais plus partie du groupe, ou plutôt, la tribu n'a pas vraiment apprécié. Tu sors entre potes. Tu te sens bien, t'es à l'aise, t'es toi-même, tu t'amuses. Bah oui, t'es entre potes. Tu es accepté par la tribu. Cependant, une semaine plus tard, tu te fais virer au boulot. Aïe, bobo, tu ne fais plus partie du groupe. Tu es exclu de la tribu. J'ai commencé ce podcast en te parlant du concept moi, le soi, l'ego. Et je le termine en te parlant du besoin de faire partie du groupe. Comment lier ces deux concepts? Pas besoin de les lier. Ils sont liés intrinsèquement. Le moi n'existe pas dans le vide.
Le moi est un concept social. Qui tu es, ou plutôt ta perception de toi, elle est formée par le contexte social. Voilà. Et j'ai encore un truc qui pourrait éventuellement t'intéresser. Il y a quelques jours, j'ai mis en ligne une nouvelle formation intitulée « Comment coucher avec une nouvelle fille par mois ». J'ai créé cette formation pour les mecs qui veulent s'amuser un petit peu, tout en ayant une vie normale à côté. Boulot, amis, famille, loisirs, etc. Coucher avec une nouvelle fille par mois, c'est faisable. Et ouais, ça me semble une bonne moyenne, quoi. Donc c'est avant tout une question d'équilibre. Donc j'ai créé cette formation pour les mecs, pour les mecs normaux, quoi, les mecs lambda, qui sont pas spécialement beaux, pas spécialement riches, pas spécialement populaires, des monsieur tout le monde, quoi, voilà, qui veulent s'amuser un petit peu. Dans cette formation, donc, je vais t'apprendre une formule, donc une série d'étapes pour rencontrer et séduire des filles. Et quand tu appliques cette formule, tu arriveras à une moyenne de une nouvelle fille par mois, environ. Si tu t'investis un peu plus, donc si tu bosses plus, tu pourras choper plus de filles et parfois tu vas en choper moins. Voilà. Parfois, tu as des gros projets, tu as des examens, tout ça. Et voilà, pendant ces périodes, c'est clair que tu as d'autres priorités. Mais ouais, j'ai aussi créé cette formation pour avoir aussi une alternative sur le marché, quoi. Tu vois, tu as plein de plus en plus, tu as des formations sur le marché francophone qui font des promesses exagérées, quoi. Voilà, c'est des trucs qui sont tout simplement pas réalistes. Ok, comment l'avoir? Alors, ouais, pour plus d'infos, clique sur le lien en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast ou bien dans la description sur YouTube et SoundCloud. Et si tu écoutes ça sur ton smartphone, via l'application podcast sur iPhone, par exemple, je sais que quand tu appuies sur la vignette, alors la description du podcast s'affiche et dans cette description, tu trouveras le lien. Et pendant la période de lancement qui se termine aujourd'hui ou demain, je ne sais pas, car je ne sais pas quand je vais publier ce podcast. Donc pendant la période de lancement, tu peux accéder à la formation à des conditions très avantageuses, c'est-à-dire à moitié prix. Voilà, tu reçois une réduction de 50%. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.